Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints ce matin sur cet atelier dont le thème est « Pourquoi et comment devenir expert en évaluation immobilière ?» Alors on va commencer traditionnellement par se présenter. Pour ma part, je suis Gérard Fons, je suis président du Collège des experts immobiliers du Syndicat national des professionnels immobiliers. Je laisserai tout à l'heure à Quentin Lagalarde le soin de se présenter lui-même. Je vais tout de suite attaquer le vif du sujet parce que nous sommes sur un format court d'une 30aine de minutes. Alors, moi je vais vous parler du pourquoi et ensuite Quentin vous parlera du comment. D'abord, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que dans la salle, il y a des professionnels de l'immobilier? Oui, une majorité quand même. Notre propos ce matin s'adresse à la fois aux professionnels de l'immobilier, pour ceux qui le sont déjà, et s'adresse également aux jeunes qui pourraient aimer embrasser cette profession. Je dirais que, pour commencer, l'activité d'expertise est une activité non réglementée. C'est important de le rappeler. Vous le savez, pour ceux qui font de l'immobilier ou ceux qui s'y intéressent, les activités immobilières sont régies par une loi qui s'appelle la loi Hoguet, qui est une loi cadre, qui encadre toutes les professions que sont les professions de transactionnaires, de gestionnaires, de syndics de copropriété. Ce n'est pas le cas pour l'expertise en évaluation immobilière, ce qui sous-entend que n'importe qui se lève un matin et pourrait dire « je suis expert en évaluation immobilière ». Alors je dis souvent, on peut aussi sauter d'un avion sans parachute, c'est juste un peu dangereux. C'est le cas également si on s'autoproclame expert en évaluation immobilière sans avoir au préalable une base solide, une formation solide. Nous en parlerons tout à l'heure plus avant avec Quentin. Et une fois que j'ai dit que cette activité était non réglementée, il faut quand même préciser que la nature ayant horreur du vide, les professionnels de l'immobilier ne sont pas restés les bras croisés et se sont auto-réglementés eux-mêmes au travers d'une charte qui aujourd'hui regroupe la quasi-globalité des organisations professionnelles qui comptent dans le domaine de l'expertise. Donc cette charte s'appelle la charte de l'expertise en évaluation immobilière et aujourd'hui on y retrouve bien sûr toutes les organisations importantes, y compris nos amis géomètres, nos amis notaires, qui sont également signataires de cette charte. On peut faire de l'expertise comme une activité principale, c'est un véritable métier, mais aussi parfois de façon accessoire. On a beaucoup de professionnels qui sont au quotidien des transactionnaires, des gestionnaires, des syndics, et qui ont le souhait de mettre une nouvelle corde à leur arc, en l'occurrence de se former à l'expertise. Donc c'est pas incompatible, c'est même tout à fait indiqué et profitable de rajouter cette nouvelle corde. Pourquoi devenir expert? Alors pour les professionnels en activité, j'ai listé un petit peu, c'est pour ça que j'ai quelques notes avec moi. J'ai listé les intérêts que vous pouvez y trouver. Déjà, gagner en compétences, pour évaluer au quotidien vos biens. C'est un véritable cercle vertueux que d'être expert en même temps que de pratiquer d'autres professions. Vous allez gagner en crédibilité, indéniablement, vis-à-vis de vos clients. Je prends mon cas personnel. Le jour où j'ai rajouté sur ma carte de visite expert en évaluation immobilière, eh bien, j'ai retrouvé du respect dans les yeux de mes clients. Ce n'est pas anodin, c'est quand même quelque chose d'assez agréable. Vous allez avoir donc un rapport avec vos clients qui est différent, justement avec ce respect que vous allez retrouver. Et puis, j'ai rajouté dans mes notes, anticiper sur une possible évolution réglementaire. Je m'explique. Vous le voyez, depuis quelques années, les diagnostics dits obligatoires s'empilent les uns sur les autres. On a commencé par l'amiante, on a rajouté le plomb, l'électricité, enfin je ne vais pas tous les citer. Eh bien, on peut vraisemblablement imaginer, en tout cas c'est pas idiot de le penser,
qu'en haut de cette pyramide, un jour, il y ait l'obligation d'expertiser un bien avant même de le vendre. Hein. Ça existe déjà dans beaucoup de pays en Europe. Hein. Donc, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas une vue de l'esprit. Si vous traversez la frontière des Pyrénées, de l'autre côté, en Espagne, donc, il y a une obligation d'expertiser avant de vendre un bien, tout simplement, notamment quand on est dans le cadre d'un crédit hypothécaire. Voilà. Donc, ça peut être quelque chose qui permet d'anticiper sur l'avenir. C'est quelque chose que vous devez avoir dans un coin de votre tête. Et puis, pour un professionnel de l'immobilier, répondre à de nouvelles missions. Hein, donc, exit l'avis de valeur. Hein, l'avis de valeur que souvent vous faites gratuitement. Hein, je préfère qu'on dise qu'il est offert. Hein, l'expression n'est pas de moi, mais le gratuit ne vaut rien, paraît-il. D'accord? Donc, un avis de valeur, ça ne vous valorise pas. Donc, effectivement, remplacer demain cet avis de valeur par une véritable expertise, après vous être formé, hein, c'est quelque chose que vous devez peut-être prendre en compte. Dans les nouvelles missions qu'aujourd'hui vous ne traitez pas lorsque vous êtes transactionnaire, par exemple, et qu'on vous appelle, eh bien, il y a tout ce qui concerne les évaluations en matière de succession, en matière de donation-partage, en matière de liquidation de communauté, pour ne pas appeler ça un divorce, en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Et puis, j'y rajoute, parce que c'est pour ma part une grosse partie de mon activité, l'évaluation des patrimoines des personnes protégées, hein, des personnes sous tutelle. Voilà, il y a une obligation pour les tuteurs de faire évaluer le patrimoine de leurs protégés, hein, donc dès qu'ils prennent une nouvelle protection. On y rajoutera, et Quentin vous en dira peut-être quelques mots de plus, toutes les missions dans le domaine, là je vous ai parlé du domaine des particuliers, mais toutes les missions dans le domaine des entreprises, dans le domaine des commerçants. Hein, vous voyez que la liste est longue, elle est loin d'être exhaustive. Toujours dans le pourquoi devenir expert, eh bien, je rajouterai fidéliser vos clients. Hein, je parlais tout à l'heure du respect, mais vous allez gagner en crédibilité, j'y reviens, et donc vous allez les fidéliser obligatoirement. Et puis, s'il fallait rajouter une dernière raison, eh bien, c'est peut-être la source de revenus supplémentaires. Hein, il faut quand même en parler, c'est le nerf de la guerre. Hein, on ne fait pas ça gratuitement, ni bénévolement, comme vous le faites trop souvent, malheureusement, dans le cadre des avis de valeur, pour ceux qui en font. Eh bien, c'est une activité qui peut être tout à fait rémunératrice. Hein, donc, je vous ai dit tout à l'heure, certains en font une activité principale, ce n'est pas par hasard. On peut très très bien vivre de l'expertise. Hein, et si vous en faites à titre accessoire, ça mettra du beurre dans les épinards à coup sûr. Et puis, je terminerai mon propos avant de céder la parole à Quentin en disant que, et ça c'est important dans la période troublée que nous traversons, l'activité d'expertise n'est pas encore touchée par le ralentissement des marchés. Hein, donc, tout simplement parce qu'il n'y a pas la même concurrence déjà. Hein, je vais vous citer deux chiffres. 30 000 à peu près, c'est le nombre de cartes professionnelles. 30 000 cartes professionnelles en France. À peu près 2 500 à 3 000 experts. Vous voyez que la concurrence n'est pas la même. Hein. Et aujourd'hui, on en parlait encore avant de monter sur scène, nous sommes saturés en matière d'expertise. Ce n'est pas que nous cherchons de nouveaux concurrents, hein, soyons clairs, mais nous sommes saturés de demandes. Hein. Et je terminerai avec un petit slogan, tout simplement en disant que l'expertise ne connaît pas la crise. Oui, tout à fait. Bonjour à tous, et je vais rebondir sur ces propos. Alors, me présenter rapidement, je suis Quentin Lagallarde, je suis expert évaluateur en immobilier, membre du SNPI, du Collège des experts du SNPI. Je suis expert aussi près la Cour d'appel de Caen, donc je suis basé en Normandie à Cherbourg avec un bureau annexe à Paris. Moi, l'expertise, c'est mon activité à temps complet. Auparavant, j'étais dans la transaction, donc on peut choisir aussi un parcours qui évolue vers cette activité d'expertise en évaluation immobilière à temps complet, ou simplement le rajouter à une activité de transactionnaire. Et effectivement, ça permet de faire payer ce que vous ne faites pas payer. Quand vous passez 2, 3, 4, 5 heures à faire une évaluation gratuite pour une donation, pour une succession, là, vous allez la faire payer. Tiens, je vais parler de chiffres maintenant parce qu'il y aura la question et on pourra approfondir après.
Vous faites une évaluation de maison, une expertise, c'est un ordre de 800 à 1000 euros hors taxe minimum. C'est quand même toujours ça de prix. Alors moi, je vais enchaîner rapidement avec le comment devenir expert évaluateur et comment rejoindre ce collège des experts évaluateurs ou une des organisations qui sont adhérentes à la charte de l'expertise, puisque le collège des experts évaluateurs en fait partie, ce référentiel français, et comment évoluer aussi après au sein de l'expertise avec d'autres instances, d'autres certifications, avec notamment cette grande institution européenne qui est Tegova, qui est l'association qui va regrouper 74 aujourd'hui, 74 associations, même plus qu'au-delà de l'Europe, puisqu'on a les États-Unis, on a le Mexique, on a le Canada notamment qui viennent de rentrer, et qui donne un cadre commun à l'expertise en évaluation immobilière et un référentiel. Et un référentiel, c'est de la qualité. Je voulais refaire un petit topo, ça me repasse par la tête, un topo sur la qualité aussi. Pourquoi payer pour une expertise? C'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question. Pourquoi payer? C'est payer pour avoir un avis indépendant. Je ne vais pas fustiger le travail de l'agent immobilier, le professionnel des transactions ou des locations, mais est-ce que son avis est toujours indépendant ou pas lorsqu'il fait une évaluation? L'avis d'un expert n'est pas forcément meilleur que celui d'un agent immobilier. C'est un travail qui est plus détaillé, plus réfléchi, plus nourri au sein d'un rapport, mais c'est surtout une obligation d'indépendance. Donc on ne peut pas faire une évaluation avec une valeur qui ferait plaisir au client, au donneur d'ordre. C'est la stricte indépendance et ce qui fait la valeur du travail de l'expert. Alors pour arriver à faire ça, on a besoin, pour devenir expert, on a besoin d'expérience. C'est la base de tout, c'est l'expérience. Vous êtes tous professionnels de l'immobilier pour pouvoir intégrer les métiers de l'expertise immobilière au sens de la charte de l'expertise que je remets ici un instant ou des standards européens d'évaluation. C'est soit un diplôme en expertise, tel que le diplôme de l'ICH qui est délivré par le CNAM, ou alors, puisqu'on a un métier qui compte beaucoup d'autodidactes, c'est de l'expérience. Donc on est déjà tous un peu experts parce qu'on a de l'expérience. Mais par contre, il faut savoir mettre ça en forme, il faut savoir mettre ça en forme selon des standards qui sont reconnus, puisque tant au niveau national qu'au niveau des réglementations européennes, la charte de l'expertise et les European Valuation Standards sont reconnus par les instances législatives. Les instances judiciaires aussi disent que les règles de la charte de l'expertise sont des normes fiables d'évaluation. Alors pour arriver à ça, il y a l'autre parcours, c'est l'expérience personnelle, l'expérience professionnelle acquise et un cycle de formation continue. Nous, au SNPI, à SNPI Campus, on délivre un cycle de formation continue pour valider vos acquis d'expérience dans l'immobilier et les transformer pour pouvoir rajouter la carte expertise à votre activité. Vous aurez demain, si vous le faites, eh bien, 2 lignes sur votre carte de visite, agent immobilier, négociateur immobilier, agent commercial en immobilier aussi, et en dessous ou au-dessus, expert évaluateur en immobilier. Pour ça, on a un parcours de formation qui est de 3 modules de 2 jours. Un premier module qui est l'introduction générale au métier, comment on fait le métier, comment on s'organise administrativement, comment on facture bien sûr, quelle est la déontologie, quel est le cadre d'action. Revenir avec des basiques, comment faire une bonne comparaison, où aller chercher de la donnée, plein de petites ficelles. Un deuxième niveau de 2 jours encore qui peut être... Alors ces niveaux sont tous en visio ou présentiel ou mixte des fois. Deuxième niveau avec les méthodes financières surtout, du bilan promoteur. On va chercher à remplir la mallette à outils. Et un niveau 3 qui est aussi pas une spécialisation, mais qui va permettre de donner des acquis à la majorité des agents immobiliers, c'est l'immobilier commercial et la problématique du bail commercial, puisque on a beaucoup de commerçants. Oui, tous les pieds de nos immeubles, c'est des commerçants. Tous nos périphéries de ville, c'est des commerçants qui ont des problématiques de valeur locative. Le locataire, au moment du renouvellement, aimerait bien payer un peu moins cher. Et le bailleur, au moment du renouvellement, voudrait obtenir plus. Et donc, il faut connaître ces ficelles-là, et c'est ce qu'on fait à ce 3e niveau. Passé ces 3 niveaux-là, eh bien, vous écrivez au Collège des experts pour demander dossier appuyé par votre CV, quelques documents et ce parcours de formation. Vous intégrez le Collège des experts et vous voilà lancé dans l'activité d'expertise immobilière. Alors, pas lancé totalement dans la nature, vous intégrez le Collège des experts, c'est aussi tout un réseau, un maillage territorial où vous aurez des confrères, on a de l'entraide, c'est très très confraternel, peut-être plus confraternel que les métiers de la loi Hoguet. Moi, c'est ce que j'aime bien. On a de la formation après à SNPI Campus, de la formation d'intégration, mais il y a aussi de la formation continue, des formations continues qui peuvent être ciblées sur du résidentiel, des thématiques
relatives au bâtiment, aux techniques du bâtiment, des développements de compétences avec plus sur de l'immobilier commercial, évaluation au fonds de commerce. On a tout un échantillon de formation et on a aussi de la formation continue puisque l'expert, bien avant l'agent immobilier, était assujetti, et l'est toujours, à une obligation de formation. Là, cette année, nous étions à Lisbonne pendant 2 jours pour avoir 2 journées d'ateliers thématiques, des ateliers d'1 heure, 1 heure et demie à peu près pour faire 14 heures de formation. Très large, avec des intervenants plutôt de qualité, pour pouvoir justifier de ces heures de formation. Voilà le parcours global. C'est un parcours où on ne cesse de faire de la formation personnelle, se développer des opportunités, parce que ça développe des opportunités. On peut choisir de partir dans l'immobilier commercial, moi c'est ce que j'adore. Il y en a qui choisissent de partir sur l'immobilier rural, il y en a qui se spécialisent dans l'expertise de propriété de luxe, de propriété rurale, de propriété agricole, de forêt, de vignobles. Il y a 2-3 spécialistes en France de terrain de golf. On peut faire plein de choses, on peut s'amuser, des horizons qui sont très larges. On peut évoluer aussi dans ce métier en passant les certifications. Ça, c'est extrêmement important et c'est reconnu par les banques européennes. Et voilà ce parcours. Je parlais tout à l'heure d'autoréglementation. Je vous ai parlé de la charte de l'expertise. Sachez que donc, puisqu'on vient de parler d'obligation de formation, la première charte date de 1991, vous voyez, c'est pas d'hier. Et dès le départ, nous avons mis en place une obligation de 20 heures de formation obligatoire. Nous n'avions pas attendu Madame Duflot et la loi Allure pour le faire. Parce que ça nous paraît essentiel que les professionnels de l'évaluation se forment annuellement. Donc les réglementations évoluent sans arrêt. Et donc il faut se tenir à jour, bien sûr, de ces nouvelles évolutions. Si tu as terminé, Quentin, parce que c'est aussi un lieu d'échange que ces ateliers, on va vous céder la parole. Est-ce que vous auriez des questions? Alors, le plus difficile, c'est la première, mais je vois déjà un doigt qui se lève. Alors, il y a peut-être des micros qui peuvent se... Merci. Ça va être mieux. Alors, bonjour messieurs, merci pour cet exposé. Je suis moi-même expert immobilier à Strasbourg et je reçois régulièrement des propositions de formation du CNE. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, s'il vous plaît? CNE pour Centre National de l'Expertise, je crois que c'est ça. Je pense que c'est ça, oui. Oui, je veux bien répondre. Alors, je ne connais pas vraiment. Le Centre National de l'Expertise, par contre, ne fait pas partie des compagnies, des associations adhérentes à la charte de l'expertise. Parmi les compagnies adhérentes, on retrouve le SNPI, la FNAIM, l'UNIS pour les syndicats immobiliers, on retrouve le Conseil supérieur du notariat, on retrouve des compagnies spécialisées dans les expertises judiciaires. Ce sont des associations qui sont bénévoles. Au comité de l'application de la charte, on fixe des règles pour être expert, et donc c'est soit un diplôme initial, soit de l'expérience, plusieurs années d'expérience dans l'immobilier et de la formation continue. Et là, moi, j'avais reçu il n'y a pas longtemps aussi un mail et j'avais regardé. Et en fait, un débutant, quelqu'un qui ne connaît pas dans l'immobilier, peut intégrer et après 5 ou 6 journées de formation, peut devenir expert évaluateur. Expert évaluateur, on sait tous être expert évaluateur. Par contre, faire de l'expertise immobilière, il faut avant tout ce socle, cette base de plusieurs années de connaissance de l'immobilier. Ce n'est pas en 5 jours pour moi qu'on peut connaître l'immobilier. Et la preuve, ils ne sont pas membres de la charte de l'expertise. C'est tout ce que je peux en dire. Après, je ne peux pas préjuger de la qualité du travail ou des formations. Merci beaucoup. Une autre question, s'il vous plaît? Oui. Je vais... Bonjour. Est-ce qu'il y a une différence entre un expert qui est rattaché à un tribunal en termes de reconnaissance qu'un expert qui n'est pas rattaché à un tribunal? Alors peut-être faire le distinguo, on ne l'a pas encore fait, entre l'expert dit de justice et l'expert amiable. C'est 2 activités qui se ressemblent étrangement. La seule différence, c'est la personne qui vous missionne. C'est-à-dire, si c'est un particulier qui vous missionne, vous êtes à l'amiable. Si c'est un tribunal, une cour, vous êtes au judiciaire, pour autant que l'expert soit lui-même inscrit sur la liste des experts reconnus. Voilà. Est-ce qu'il y a une graduation dans les compétences? La réponse est non.
Il y a des experts amiables qui sont de mauvais experts amiables. Il y en a de très très bons. Il y a des experts de justice qui sont très mauvais aussi. D'accord ? Ils sont inscrits, parfois, allez, je vais le dire, parfois par copinage, hein, ou dans certaines régions où il manque des experts, ben, c'est plus facile de se faire admettre sur une liste. Donc ça n'est pas un gage de sérieux et de sécurité. La seule différence, encore une fois, c'est celui qui missionne. Alors il se trouve que souvent les experts de justice font, pour la majorité d'entre eux, c'est le cas de Quentin, font pour l'essentiel de l'amiable au quotidien. Hein, donc je crois que tu peux confirmer, tu fais sûrement plus de missions amiables que de missions au judiciaire. Oui, là cette année, je vais sortir à peu près 95 missions avec ce qui est arrivé hier. Et j'en ai eu une en judiciaire seulement. Après, moi, c'est pauvre peut-être dans la région actuellement. Ce que je vais confirmer les propos de Gérard Fons. Expert de justice, moi je ne suis pas expert de justice, je suis expert près une cour d'appel. Un expert près une cour d'appel n'a pas le droit de se dire expert judiciaire s'il n'est pas dans le cadre d'une mission judiciaire. Et ce n'est pas parce qu'on est expert judiciaire qu'on est meilleur que les autres. J'ai vu, je vais prendre 2 exemples de rapports de confrères dans le cadre d'expertise judiciaire. Un évaluait un bien en retenant dans son expertise le bien votant parce que les prix dans le Nouvel Obs étaient à temps dans ce quartier-là. C'est vrai, je l'ai gardé en copie. Une autre expertise, on évaluait une concession automobile. Le confrère, qui est très très renommé en France, en expert judiciaire, évaluait la concession automobile en comparant à un salon de coiffure et à une supérette. Les gages de qualité qu'on a en France sur l'expertise, c'est ce que vous voyez au tableau. C'est un expert qui va appliquer la charte et qui est surtout adhérent à une compagnie membre de la charte, puisque la charte lui est opposable. Ça veut dire qu'il sera sanctionnable et éventuellement même excluable d'une association. Et gage de qualité au niveau européen qui est reconnu par la directive, notamment sur le crédit, c'est d'avoir la certification REV ou TRV donnée par Tegova. Ça, c'est de la qualité. Ce n'est pas forcément être expert près une cour d'appel. Après c'est vrai que pour poursuivre un peu votre question, il y a beaucoup d'experts de justice qui se servent de ce qui pense être un titre, qui ne l'est pas, hein, pour démarcher les particuliers et mettre en avant cette qualification. Voilà. Mais ça encore une fois, ça n'est pas forcément un gage de sérieux et de professionnalisme. Et une expertise faite par un expert près une cour d'appel ne vaut pas plus quand elle est faite à titre amiable qu'une expertise faite par un bon expert qui est certifié REV. Et on peut rajouter que les tribunaux missionnent assez régulièrement des experts amiables pour les évaluations. Hein. Je veux dire, c'est pas du tout impossible. Une autre question ? Autre question, n'hésitez pas à être curieux. Qu'est-ce que Quoi, Tegova ? Tegova ? Je crois que Quentin en a un peu parlé. Donc, une association européenne qui regroupe 37 ou 38 pays maintenant, 74 associations. Hein, nous avons le plaisir avec Quentin de représenter notre organisation professionnelle lors des assemblées générales. La dernière était à Bruxelles. Et je dirais, outre le fait que ça soit une assemblée générale, nous y avons eu la présentation des nouvelles normes d'expertise, hein, qui s'appellent les EVS, hein, qui sont des normes européennes. Donc l'intérêt, c'est d'uniformiser les pratiques professionnelles interfrontières. Hein, c'est-à-dire que normalement, un client doit pouvoir retrouver d'un pays à l'autre donc les mêmes pratiques professionnelles auprès d'un expert à partir du moment où il est certifié Tegova. Oui. Voilà. La volonté, c'est justement c'est une association européenne, hein, ça elle porte bien son nom. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes d'expertise en Espagne, dans les autres pays avoisinants la France ? Oui, bien sûr. On peut, en tant qu'expert français, pratiquer là-bas aussi ? Ah non, vous ne pourrez pas pratiquer en Espagne parce qu'en Espagne, ce sont essentiellement les architectes qui évaluent, alors qu'ils font des évaluations beaucoup plus light que les nôtres. Hein, ça ressemble davantage à des diagnostics, si vous voulez. C'est un équivalent d'un QCM. Il y a des cases à cocher, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup moins cher aussi. Hein, mais un expert en Espagne, souvent un architecte ou un technicien du bâtiment, fait une dizaine d'expertises dans la journée, quoi, je veux dire. Donc, forcément, c'est la même rémunération à la sortie, mais pas pour le même travail. Et a priori, non, vous pourrez pas. Enfin,
Moi, il m'est arrivé de faire à l'amiable des expertises en Espagne. Hein. Je veux dire, je suis toulousain, hein, donc tout près de l'Espagne. Ça n'est pas interdit de passer la frontière, et notamment lorsque vous avez des clients qui ont un patrimoine dispersé de part et d'autre des Pyrénées, ils peuvent très bien vous missionner pour aller expertiser un bien de l'autre côté. Mais ce sera une expertise amiable, pas forcément opposable auprès d'une banque, par exemple, pour un crédit. Et on peut voyager, effectivement. Moi, j'ai fait Saint-Barth cette année, c'est pas mal. On peut prendre l'avion. Oui, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé, mais l'expert, il est basé effectivement à un endroit précis, mais l'expertise nous amène à pas mal élargir, contrairement peut-être aux transactionnaires qui souvent travaillent dans son quartier, dans son village, dans sa ville. L'expert, lui, au travers des patrimoines, je reprends ce terme, qui sont souvent dispersés, peut être amené à partir, pour moi ça m'arrive souvent, de partir de Toulouse, de finir à Paris ou à Nice, voire à Strasbourg, pourquoi pas, parce qu'effectivement, le même client a des biens un peu dispersés sur le territoire et il a confiance en vous. Et à partir de là, il souhaite que ce soit vous qui interveniez sur ces différents biens. Donc ça ouvre des perspectives, y compris sur le plan rémunération, bien sûr. Et après, si on a beaucoup de travail, on peut travailler à plusieurs collègues. J'en ai eu cet été. J'ai fait travailler un collègue de Marseille sur des dossiers que j'avais. Confraternellement. On parle effectivement là de la confraternité. Je vous ai dit tout à l'heure, à peu près 2500, 3000 experts répartis sur le territoire, hein, en comptant ceux des territoires d'outre-mer. Ça fait peu de monde, hein, finalement, si vous remettez ça en phase. Et on n'a pas de véritable concurrent, ce qui nous permet aujourd'hui de vivre une véritable confraternité interprofessionnelle, inter-association professionnelle. Ce qui n'est pas le cas, vous le savez, dans les autres métiers de l'immobilier. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu d'informations sur les coûts pour rejoindre SNPI, enfin en tout cas la formation, Alors, pour le ne pas circuit de l'expertise? Compte tenu du format très court qui est le nôtre, ce que nous vous proposons pour ceux qui veulent aller plus loin dans la discussion, c'est de nous rejoindre sur le stand C13, hein, qui est celui du SNPI un peu plus loin, et nous prendrons le temps nécessaire pour répondre aux demandes de chacun d'entre vous. Mais c'est des coûts qui sont tout à fait abordables et entièrement remboursés par les OPCO. Les OPCO, les organismes de prise en charge. Donc ça vous coûte quasiment rien, ou rien du tout même. Au niveau de la formation, oui, tout à fait. Alors sur combien de temps? C'est sur 3 modules de 2 jours, que vous pouvez faire en 1 mois, que vous pouvez faire en 6 mois, que vous pouvez faire en 3 ans. C'est à vous de choisir votre rythme. Après, en 3 ans, c'est pas terrible, hein, vous oubliez tout. Une dernière question peut-être? Ou avant-dernière, je ne sais pas. Oui, il y en a 2. Alors je prends les 2 en même temps. Moi, j'avais une question sur les data, en fait, sur les données. À partir du moment où vous êtes à Caen, vous expertisez un bien à Strasbourg ou un local commercial. Alors un bien particulier, c'est la donnée plus accessible, mais sur tout ce qui est commercial, est-ce qu'il y a des outils justement que vous proposez par rapport à ça? Alors, on n'a pas d'outils. Après, on a un réseau de confrères. Et c'est comme ça que ça marche. C'est le coup de fil à un ami, comme avec Jean-Pierre Foucault. Beaucoup. Mais il y a de la donnée quand même. On a de la base de données. Il y avait une dernière question ici. Oui, bonjour. Moi, j'étais surprise par le nombre que vous annonciez d'expertises que vous faisiez, entre 90 et 100. Moi, je suis professionnelle de l'immobilier. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Et aujourd'hui, je n'ai pas eu une démarche. À un moment donné, on n'est pas venu vers moi pour me dire « est-ce que vous êtes experte ?» On me demande une évaluation dans mon secteur, mais on ne me demande pas. Donc, qu'est-ce qui me pousserait à être, à un moment donné, enfin, la démarche va être où je vais trouver ces expertises? Est-ce qu'à un moment donné, enfin, parce qu'on ne me le demande pas, moi, aujourd'hui, donc qu'est-ce qui me pousserait à me faire une expertise? Alors, il faut activer votre réseau, puisque vous êtes professionnel. Votre réseau, c'est les avocats. J'ai parlé tout à l'heure des liquidations de communauté. Un avocat spécialisé sur les divorces, c'est une source quasi inépuisable de missions. Il faut activer le réseau des notaires avec lesquels vous travaillez. Alors je sais que souvent les notaires ne jouent pas forcément le jeu et demandent des avis de valeur, mais il faut leur expliquer tout simplement, il faut les éduquer. Hein, il faut leur expliquer quelle est la différence entre un avis de valeur qui n'engage pas celui qui le fait, enfin qui l'engage
alors qu'il croit ne pas être engagé, plus exactement, je me reprends. Donc, et la différence entre un avis de valeur simple et une véritable expertise, quoi, je veux dire, qui peut être opposable à un certain moment. Et puis je vais juste rajouter que c'est un réseau qui se développe au fur et à mesure, comme toute activité. Votre activité de transactionnaire ou d'administrateur de biens, ça s'est développé au fur et à mesure. Là, je suis passé de 70 à, là j'en ai 80, je vais être à 95 pour l'instant si j'ai pas d'autres missions à la fin de l'année. C'est venu par ce réseau qui fait. J'en ai une à Lyon il y a 15 jours. C'est un entrepreneur de Cherbourg qui l'a recommandé à un confrère à lui à Lyon. Donc ça se fait par du bouche à oreille, progressivement. Vous parlez tout à l'heure des tuteurs, donc de ceux qui s'occupent des personnes protégées. Dans votre région, rapprochez-vous de ces personnes-là, de ces associations, souvent là. Mais non, mais les sources sont inépuisables. Et puis, une source à laquelle on ne pense pas forcément, c'est vos propres confrères transactionnaires ou gestionnaires ou syndics, qui, eux, ne veulent pas évaluer et qui seraient très contents d'avoir quelqu'un à leur côté qui peut le faire pour eux, quoi, pour leurs clients. Et puis, on apprend à dire non pour tout ce temps perdu à faire de l'évaluation gratuite et à se faire payer. Ça, c'est important. Parce que votre travail, votre expérience, elle a un coût. Si vous deviez demain vous faire embaucher par une autre agence, par exemple, vous demanderez tel niveau de salaire. C'est pareil, de faire payer une expertise, c'est demander un niveau de rémunération pour votre expérience. Votre temps, il vaut de l'argent. Et plus vous allez avoir d'expérience, plus ça vaudra de l'argent. Ah oui, on peut faire une toute dernière? On a l'autorisation. Alors c'est un peu, c'est au niveau financier, mais est-ce qu'une intervention pour faire une expertise, quel est le coût pour le client ou autre? Est-ce que on doit respecter un certain coût, ou est-ce que c'est vous qui mettez le coût au niveau où vous souhaitez? La réponse très simple, c'est les honoraires sont totalement libres en matière d'expertise. Bon, après, il y a les règles du marché qui font que si vous êtes 5 fois plus cher que votre confrère d'à côté, ça risque de coincer. Encore que ça dépend des compétences que votre client vous attribue, donc, et de votre notoriété. Donc, effectivement, on voit des tarifs très, très différents. Quentin parlait tout à l'heure d'à peu près 1 000 € pour une expertise de base. Ça peut être beaucoup plus pour des expertises, notamment pour les entreprises, pour les commerces. Forcément, plus c'est technique, plus ça va demander du temps. On prend en compte dans la fixation de nos honoraires, bien sûr, le temps passé, en premier lieu, plus après les frais de déplacement, enfin tout un tas de paramètres qui sont à prendre en compte, quoi, je veux dire. Mais encore une fois, c'est une activité qui peut être parfaitement rémunératrice. Si vous divisez à peu près la centaine d'expertises dont parle Quentin et que vous faites un calcul, vous allez voir qu'on peut très bien en vivre, quoi. Pas demain matin, mais après-demain. Je veux même bien être transparent. J'ai fait ma moyenne et sur 2024, je vais être sur un coût moyen hors taxe d'expertise à 2 000 €. Mais bonjour. Si vous faites payer 2 000 € par exemple, et que moi je fais des avis de valeur gratuits, enfin les gens vont peut-être préférer me prendre moi qui est gratuit. Enfin, je me dis qu'ils vont vouloir payer 2 000 €. Alors si c'est pour prendre juste un mandat de vente, peut-être, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Si par contre vous êtes avec un couple qui est en train de se déchirer avec un patrimoine particulièrement important, vous comprenez bien que, si je prends ce simple exemple, ça ne va peut-être pas le faire avec un simple avis de valeur, parce qu'on est en train de parler d'un couple qui ont chacun déjà pris un avocat, et les avocats sont très friands de nos expertises, parce qu'ils s'appuient dessus, donc pour résoudre un petit peu les différends de leurs clients. Voilà. Donc effectivement, on intervient la plupart du temps pour des situations plus complexes peut-être, qui demandent plus de travail et pour laquelle on pourra mettre sur une table un rapport qui va faire 20, 30... Alors on ne prétend pas évaluer mieux que l'agent immobilier dans son quartier, ça a été dit tout à l'heure, qui est souvent celui qui connaît le mieux les prix. Donc simplement, on va le démontrer le prix, on va le justifier. Et on va tamponner et signer et engager notre responsabilité. Je l'ai dit tout à l'heure, attention, vous engagez sur un simple avis de valeur votre responsabilité, même si vous y mettez trois lignes de réserve en bas qui dit le contraire.
Il y a eu l'an dernier, les années précédentes, des agents immobiliers condamnés pour des avis de valeur jugés insuffisants, je dirais pas mieux. Mal ficelés. Là, on me fait signe que... À ce moment-là, vous nous retrouvez sur le stand C13, Voilà. tout au début, et on répond à toutes vos questions. On va Merci, rester là tout de suite. merci encore de votre participation. Merci beaucoup à tous.